Bienvenue dans le débat. La guerre en Ukraine, Moscou qui appelle les étrangers, diplomates et représentants d'organisations internationales à quitter Kiev. Et cela au lendemain d'un week-end de bombardements massifs dans la région de la capitale ukrainienne, faisant 4 morts et une centaine de blessés. La Russie a tiré un missile de dernière génération Oreshnik pour la 3e fois depuis le début du conflit et a prévenu que de nouvelles frappes seront menées sur des infrastructures militaires et administratives de la capitale. L'Union européenne a convoqué le chargé d'affaires russe à Bruxelles. Lors d'un entretien avec Marco Rubio, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a aussi exhorté les États-Unis à évacuer leur ambassade à Kiev. Les États-Unis qui restent prêts à disposer à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter la fin de la guerre. Et nous espérons que l'occasion se présentera à un moment donné, a affirmé le secrétaire d'État américain aux journalistes lors de sa visite en Inde. L'Ukraine a dénoncé les menaces de Moscou, appelle ses partenaires à ne pas céder au chantage et à renforcer l'aide militaire. Les pays baltes et la Commission européenne affirment de leur côté la nécessité d'accélérer les efforts en matière de sécurité à l'est de l'Europe. Alors, quelle est la stratégie de Poutine en Ukraine? Le président russe est-il isolé, contesté? Comment l'Ukraine et l'Europe font-elles face? Poutine est-il déterminé à intimider? On va poser des questions à mes invités. Elena Voloshin est avec nous ce soir. Bonsoir Elena. Bonsoir. Grand reporter France 24, ancienne correspondante en Russie. Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine. C'est aux éditions Autrement et c'est le livre pour lequel vous avez obtenu le prix Albert Londres 2025. En face de vous, nous avons le général Trinquant. Bonsoir général. Bonsoir. Ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Votre livre D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Jacques Faure est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Vous étiez ambassadeur en Ukraine entre 2008 et 2011 et puis également dans plusieurs pays, Albanie, Estonie, Slovaquie, entre 1998 et 2003. Bienvenue à vous. Nous avons en direct de Kiev Tetiana Ogarkova. Bonsoir à vous. Vous êtes essayiste et journaliste ukrainienne. Tetiana, merci d'être là, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. La vie à la lisière, être ukrainien aujourd'hui, c'est votre livre aux éditions Témoins Gallimard. Dans la nuit de samedi à dimanche, le bombardement russe de Kiev et de ses environs a duré 4 heures, a mêlé missiles balistiques et de croisière ainsi que des drones à long rayon d'action de type Shahed. 4 morts sans blessés, c'était le bilan. Retour en images avec Ludovic de Foucault. Face au président russe, Alexandre Chokin, chef du puissant syndicat des industriels et des entrepreneurs et membre du Conseil suprême de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. Son message, il faut faire plus pour protéger les sites industriels des attaques de drones ukrainiens. Les entreprises ont besoin non seulement d'armes légères de calibre 7,62, comme c'est déjà autorisé, mais aussi d'armes plus lourdes, comme des systèmes de guerre électronique, des installations laser et donc d'autres calibres. Raffineries, plateformes de stockage de pétrole, usines d'engrais, ports, de nombreux sites ont été dernièrement la cible d'attaques de drones ukrainiens. Plus de 4 ans après l'invasion russe, non seulement l'Ukraine n'est pas vaincue, mais elle est même souvent à l'initiative, sur le plan militaire donc, mais aussi sur le plan politique. Ce mardi, le président ukrainien recevait la chef en exil de l'opposition de Biélorussie, un pays vassal de Moscou, ou encore Édouard Philippe, candidat à la prochaine présidentielle française. Bref, les rencontres se sont succédées dans la capitale ukrainienne, alors même que Moscou annonçait préparer des frappes massives sur Kiev. La demande russe faite aux membres des missions diplomatiques de quitter la ville a d'ailleurs été très mal accueillie par la Commission européenne à Bruxelles. Nous venons de convoquer le chargé d'affaires russe. La Russie cherche uniquement à semer la panique. Elle veut instaurer la peur et l'isolement en Ukraine et ailleurs. Mais notre message est clair, cela ne fonctionnera pas. L'UE maintient d'ailleurs sa présence et son activité à Kiev. Autre signal de la perte de vitesse de Moscou, l'Arménie échappe de plus en plus à son influence. Elle vient même de signer avec les États-Unis un accord de partenariat stratégique global à l'occasion du passage par Yerevan du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Tetiana Ogarkova, était-ce particulièrement difficile à Kiev ce week-end? Ces frappes russes sont-elles de plus en plus intenses?
Oui, bonjour. En fait, effectivement, la frappe de la nuit samedi à dimanche était extrêmement forte. C'est-à-dire que ça fait quand même un petit moment que nous n'avons pas eu droit à 90 missiles en un espace d'une nuit seulement, des missiles balistiques, c'est-à-dire ce qui arrive de manière très rapide. Ça fait énormément de bruit, évidemment. Les habitants de la capitale, nous n'avons pas dormi véritablement pendant toute la nuit. Même les stations de métro qui servaient des abris, des bandeaux d'abri, ça depuis des années. Donc là, ça ressemblait à un tremblement de terre, justement, même sous le sol. Donc les dégâts sont partout, donc dans les institutions culturelles, opéra, musée Tchernobyl, Académie Moïla Kiev, la maison ukrainienne, donc etc. etc. Heureusement qu'il n'y avait pas énormément de morts. Donc 4 morts pour une frappe comme ça, c'est pas beaucoup. Donc on était un peu soulagés, mais évidemment beaucoup de blessés, plusieurs dizaines de blessés. C'est difficile. C'était une nuit extrêmement difficile. Général Trinquant, l'utilisation d'un missile balistique hypersonique Oreshnik a ciblé non pas Kiev, mais la région de Kiev. Que révèle-t-il de cette guerre, de la stratégie de Poutine? Est-ce qu'il y a encore de la surenchère? Alors je crois que globalement, ceci révèle l'échec de la Russie au sol. Et comme elle est en échec au sol, eh bien, elle grimpe en gamme. Vous savez, on dit toujours que ce sont les armées qui gagnent les batailles, mais les nations qui gagnent les guerres. Et M. Poutine cherche à casser la nation ukrainienne avec des frappes dans la profondeur. Le missile Oreshnik, la particularité, c'est qu'il a été très peu employé. Il faut rappeler que c'est un missile qui a une portée de 5000 km et pourrait transporter une charge nucléaire. Hein. C'est son objectif. Mais là, il est utilisé en fait à beaucoup plus courte portée. Et donc, ça veut dire qu'il tire très en hauteur et tombe à une vitesse de Mach 11 à peu près, donc quasiment impossible à intercepter. Et arrivé au sol, il fait des dégâts importants. Mais il coûte extrêmement cher. Donc pour les dégâts qu'il a causés, c'est proportionnellement un peu déplacé. Le deuxième point, c'est que, et ça reste à vérifier, il y en aurait eu un quatrième qui a été tiré, mais qui en fait est tombé dans le Donbass occupé par la Russie. Et donc, on sait que c'est... Pourquoi l'utilise-t-il? C'est pour impressionner? C'est pour impressionner, parce que c'est exactement. Si cher. Comme vous le savez, c'est pour impressionner. La première fois qu'il a été utilisé, ça a été pour dire, attention, on est capable de choses extraordinaires. Et la Russie a toujours des projets absolument faramineux, donc c'est ça. Et si c'est utilisé aujourd'hui, en même temps que beaucoup de drones qui sont faits en fait pour saturer l'espace aérien et beaucoup de missiles balistiques qui font des dégâts, c'est précisément parce que sur le front, depuis 2 mois, la Russie n'avance pas, voire même l'Ukraine a avancé, a monté une offensive qui est rentrée de 5 km dans les lignes russes. D'où cette réponse encore plus forte côté russe. Exactement. Ils veulent. Je pense que le président Poutine est dans une situation difficile aujourd'hui et il cherche à renverser la vapeur pour arriver à se mettre en position de force. Il n'est pas aujourd'hui en position de force. Elena Voloshin, Moscou a appelé les étrangers, les diplomates, les représentants d'organisations internationales à quitter Kiev. On a vu que l'Union européenne a tout de suite répondu, au contraire, en restant. Il y a une convocation des ambassadeurs russes. Que tente-t-il de faire, Poutine et la Russie? Intimider les Européens, c'est une forme de provocation? On voit bien que le message ne s'adresse pas qu'aux Ukrainiens. Alors, concernant le Oreshnik, Vladimir Poutine utilise l'Ukraine comme terrain d'expérimentation et terrain d'intimidation de sa fameuse guerre de l'apocalypse avec ses super armes qui pourraient détruire la planète entière. Et vous voyez, c'est terrible quand on entend une Ukrainienne dire on est soulagé parce qu'il n'y a eu que 4 morts. Enfin, voilà, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire, on a cette espèce d'habitude, en fait, à l'impensable. Le Oreshnik, c'est un missile qui lorsqu'il tombe et lorsqu'il détonne et lorsqu'il explose, fait plus de dégâts que l'Iskander, fait plus de dégâts que les autres missiles que la Russie peut tirer. Donc en fait, quand on est sur place, c'est vraiment véritablement terrifiant. C'est une tragédie absolue. Alors, c'est pas nouveau. Effectivement, il a expérimenté, entre guillemets, et ce mot pour moi est absolument terrible, à Dniepro pour dire voilà de quoi la Russie est capable il y a quelques mois. Et ce qui est nouveau dans l'histoire, c'est que la Russie fait semblant de respecter le droit humanitaire et le droit international. Parce que dans ses communiqués du ministère russe des Affaires étrangères, c'est de dire que
jusqu'ici, la Russie n'a jamais visé des civils et n'a jamais fait de victimes civiles. Nous appelons désormais la population de Kiev et les diplomates à quitter la capitale ukrainienne parce que maintenant, désormais, en riposte aux frappes ukrainiennes, eh bien, nous allons nous fâcher et nous allons frapper fort. Donc c'est ça que disent en fait ces communiqués, c'est que soi-disant, eh ben, ça n'a jamais eu lieu. Ils n'ont jamais frappé de missiles longue portée sur l'Ukraine qui aurait fait des victimes civiles. Mais là, c'est la première fois que ça commence. Donc en fait, c'est une espèce de préparation aussi de l'opinion à se dédouaner des pertes civiles et des victimes civiles. Et évidemment, c'est d'un cynisme absolu parce que depuis le début de cette guerre, la Russie lance des frappes longue portée. Mais là, il y a une intention claire et nette de monter en puissance, de terroriser et puis finalement, éventuellement, d'assumer des pertes civiles. Monsieur l'ambassadeur, lorsque les dirigeants européens ont convoqué les représentants russes dans leur zone, qui finalement, ils décident bien sûr de rester, c'était une réaction adéquate des autorités européennes ? On n'imagine pas qu'on puisse dire autre chose. Ceci étant, c'est une réaction encore verbale. Hein. Et ça, je crains que, entendu au Kremlin, ça ne confirme M. Poutine dans l'idée qu'actuellement, il peut se permettre beaucoup de choses qu'il n'osait pas tenter jusque-là. Vous pensez que la réaction n'est pas assez ferme ? Bien sûr, bien sûr. Trop soft ? Écoutez, ce discours que Mme Voloshin vient de résumer, c'est de la pure propagande. La Russie n'aurait jamais frappé des cibles civiles en Ukraine. Ça fait 4 ans et demi qu'elle le fait. Combien y a-t-il de morts civiles en Ukraine à cause des frappes russes ? Donc il fallait une réponse plus importante ? Écoutez, oui, il faut quel surtout, type, alors ? Il faut surtout, je ne sais pas comment faire, mais il faut surtout essayer de donner à M. Poutine l'impression que non, il n'est pas arrivé à un moment où il pourrait tout se permettre. Parce qu'il se dit de son côté, voilà plus de 2 ans que le président américain a lâché l'Ukraine. Maintenant, il n'y a plus aucun envoi de munitions ou d'armes américaines en Ukraine. Il y a les livraisons européennes, mais M. Poutine se dit qu'elles sont vraiment faibles et que ça ne doit pas l'arrêter dans ses entreprises criminelles. Bon, on ne peut pas dire autre chose. Je ne veux pas critiquer, encore, hein. mais il faut vraiment... il faut essayer d'inventer quelque chose de plus, et on n'est pas dans une phase tout à fait positive du côté de l'Union européenne. Voilà. Tetiana Ogarkova, quelles sont les réactions côté ukrainien, justement, après ces frappes ? Parce que Moscou, on voit, affirme que c'était une réplique, donc, ces bombardements terribles de Kiev, aux frappes ukrainiennes contre un lycée dans une région ukrainienne de Lougansk, occupée par la Russie. Donc les Russes disent, voilà, ce sont des représailles après ces frappes contre ce lycée. Les médias ukrainiens, qu'en disent-ils ? Il me semble qu'un média ukrainien, Realna Gazeta, reconnaît qu'il y a eu plusieurs morts. Il y a une polémique à Kiev à ce sujet ? Oui, en effet, on parle beaucoup de cet accident dans la ville de Starobilsk, région de Lugansk, où visiblement, donc selon en tout cas la publication que vous venez d'évoquer, effectivement, il y avait un collège ou un lycée où justement on peut vraiment voir qu'il y a des preuves déjà. Bon, il faut revérifier, mais il paraît qu'effectivement il s'agit d'une frappe ukrainienne contre un lycée, et donc une vingtaine de morts parmi les adolescents, on va dire. Ce sont des personnes jeunes, évidemment, 18 ans, 20 ans. C'est une ville ukrainienne en occupation depuis beaucoup de temps. En fait, sans doute s'agit-il d'une erreur, et effectivement l'enquête doit être en cours, puisque selon une des versions, c'était une frappe destinée à frapper un objectif militaire, c'est-à-dire il pensait que là il y avait un centre d'entraînement d'une unité qui s'appelle Rubicon. C'est une unité russe militaire qui est très connue. Il frappe vraiment fort. C'est une unité qui manie les drones. Peut-être qu'il y avait une erreur, etc. Donc il faut enquêter. Mais je tiens quand même à dire que quand la propagande russe présente ce cas-là, sans doute tragique, comme un prétexte pour frapper encore davantage sur les civils ukrainiens, mais c'est de l'absurde, parce que c'est comme disait Elena Voloshin, ce qu'ils font depuis le jour 1 de cette guerre, ils frappent les civils et tuent les civils tous les jours. Regardez ce que l'unité Rubicon fait à Kherson, ou dans Mariupol, ou dans d'autres villes qui sont près de la ligne du front. C'est le safari, véritable safari contre les êtres humains, qui vise de manière absolument délibérée. C'est ça la différence, que si les Ukrainiens, si nous on a frappé un lycée, on peut avoir ce qu'on appelle le flame de fire, on peut en faire des erreurs, mais en aucun cas ça ne pouvait pas être
frappe délibérée contre les civils, parce qu'on sait très bien que les civils là-bas, ce sont nos civils ukrainiens qui vivent malheureusement en occupation, alors que ce que font les Russes, sur toute la ligne du front, ils visent des civils, des voitures, des trolleybus. Nous étions à Kherson récemment avec nos collègues, nous étions témoins en fait comment ils ciblent en fait des ambulances, des marchrutka, ce sont des petits bus donc, qui ne sont pas à double dosage, des trolleybus. On ne peut pas utiliser un trolleybus pour transporter un char. On utilise un trolleybus pour transporter des armements, alors qu'ils sont tous utilisés par des drones du type FPV par l'armée russe. Alors voilà, donc il n'y a pas de prétexte. Il ne faut pas de prétexte. Ils tuent les Ukrainiens parce qu'ils les tuent, parce qu'ils peuvent le faire. Général Trinquant, il faut rappeler aussi qu'il y a ce contexte d'incidents de drones ukrainiens qui ont été déviés de leur trajectoire, un certain nombre, donc il y en a un qui s'est écrasé en Lettonie la semaine dernière. Là aussi un discours russe de récupération de l'incident, mais on voit qu'il y a quand même des failles du côté du système de défense. Qu'est-ce qui se passe exactement avec une récupération russe qui souhaite diviser là, les Européens? Alors d'abord, bien sûr, que sur la masse de drones qui est utilisée, il peut arriver 2 incidents. Une erreur de programmation, ça peut arriver. Il faut l'éviter au maximum, bien sûr, mais ça peut arriver. Et puis, deuxièmement, un des premiers moyens qui est utilisé contre les drones, c'est le brouillage. Et le brouillage peut amener le drone à se dévier et à aller à un endroit où il n'était pas prévu. Un brouillage donc, russe, par exemple? Oui, bien sûr. Et donc, un drone qui atterrit dans un pays balte, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'y a pas de réaction plus brutale que celle-là. Parce qu'on cherche à vérifier d'abord ce qui s'est passé. Moi, là où je suis très frappé, c'est que la Russie commence à parler de ces problèmes, on l'a bien vu tout à l'heure dans l'entretien avec M. Poutine, commence à parler de ces problèmes de défense, qu'elle n'a pas des moyens de défense à niveau. Et j'allais dire... C'est étonnant cette transparence. Oui, soudaine. C'est étonnant cette transparence, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que maintenant, tout le monde en parle. Et puis, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on parle toujours de la grandeur russe. Ça a peut-être un avantage, mais ça a aussi un gros inconvénient. C'est que vous êtes incapable de défendre l'espace aérien russe complètement. C'est totalement impossible. En revanche, ce qui est inadmissible pour les Russes, c'est le fait que Moscou ait été attaqué en une nuit par 120 drones et n'ait pas réussi à arrêter un grand nombre de ces drones. Parce que Moscou, c'est quand même le cœur vital de la Russie, à la fois parce que c'est la capitale, bien sûr, mais parce que les frappes dans le Nord ont frappé beaucoup d'industries très utile à la défense. Donc là, une étape a été franchie côté ukrainien. Oui, oui, l'Ukraine a maintenant des moyens exceptionnels, évolue absolument très très vite dans tous les moyens de drone. D'ailleurs, on a bien vu que même la guerre au Moyen-Orient, ce sont les Ukrainiens qui sont allés donner l'information, la formation et les drones aux pays en question. Donc les Ukrainiens ont beaucoup progressé dans ce domaine-là, et c'est là où je dis que le président Poutine n'est pas en situation de force du tout, c'est que ça s'accentue beaucoup et qu'il se rend bien compte qu'il est assez vulnérable. Ina Voloshin, vous êtes d'accord? Et ça vous a surpris cette séquence un peu transparente où on le voit discuter effectivement de comment adapter les attaques face à ces drones pas forcément, ukrainiens? Il y a toujours évidemment une récupération de tout ce qui est attaque sur la Russie comme justifiant une défense et donc en fait en réalité une attaque de plus en plus forte, de plus en plus puissante. Donc pas du tout en fait. Je dirais même plus tout ce qui vise le territoire russe, qui atteint le territoire russe, voire qui fait des victimes sur le territoire russe, ça sert simplement aux yeux de la population à justifier l'idée d'une Russie attaquée et nécessitant la défense. Donc en fait le pouvoir russe doit marcher sur cette ligne de crête entre le fait que les Russes ne disent pas non mais cette guerre c'est la faute finalement de notre pouvoir et il faut arrêter ça, etc. Et le fait que ces quelques attaques en fait finalement aident en quelque sorte en fait le pouvoir dans sa justification de son mythe d'une défense de la patrie. Et puis aussi il faut voir que les critiques qui peuvent émerger dans le champ informationnel russe de la part de blogueurs nationalistes, de la part d'un certain nombre de députés, de responsables du parti Russie Unie ou voire du Conseil de sécurité font aussi passer Vladimir Poutine quelque part pour un modéré, parce que ce que disent ces gens-là, c'est là maintenant, ça y est, il faut faire cette fameuse guerre de l'apocalypse, il faut tout raser avec des missiles nucléaires, on n'a pas montré de quoi on est capable, mais maintenant il faut arrêter d'y aller, de respecter le droit humanitaire, le droit international, il faut vraiment frapper fort. Donc en fait ces voix-là servent aussi, et ça c'est toujours dans cette espèce... C'est pour ça qu'on a souvent tendance à mal comprendre. Des voix qu'on entend de plus en plus. Mais on les entend depuis le début, en fait, c'est juste qu'on a du mal, en fait, on a tendance à isoler des séquences informationnelles et
des déclarations, des petites phrases, mais en réalité, quand vous regardez ce qui se passe en Russie, c'est depuis le début comme ça, et ça fait très longtemps que cette construction existe, à savoir tout ce que nous, de l'Occident, on entend comme des critiques, finalement, ce ne sont pas des critiques du système lui-même ou de la guerre elle-même, ce sont des critiques qui disent on est trop modéré, il faut y aller plus fort parce qu'on se retient et que du coup on est vaincu. On va écouter, vous allez-y. utilisiez le terme de transparence, alors bon, ça nous renvoie à une longue aventure et expérience russe, depuis Mikhail Gorbatchev, mais c'est toujours une transparence qui est provoquée par l'état de la population russe et de son état d'esprit. Le poids de la guerre, longtemps, a été absolument imperceptible pour la population russe. Ce n'est plus le cas maintenant. Et ça se voit tout simplement au marché. J'ai reçu des Russes chez moi qui me disaient « mais vous n'avez pas idée de l'augmentation du prix du concombre ». Le concombre étant une denrée souvent consommée, oui, ça a atteint des sommets. Et d'autre part, M. Poutine sait très bien qu'il peine à recruter des soldats. Avant-hier, il a signé une loi par laquelle il promet à ceux de ses concitoyens qui auraient signé un engagement depuis le 1er mai de reprendre au compte de l'État les dettes qu'auraient éventuellement ces conscrits à hauteur de 10 millions de roubles, c'est-à-dire 120 000 euros, grosso modo. Donc, il y a des difficultés à recruter. Il y a des difficultés à recruter, évidemment, puisque ceux qui ont été recrutés avant et qui sont morts au champ de bataille n'ont pas toujours vu leur famille toucher les primes promises au moment de l'engagement, et que le paiement de ces sommes est passé du niveau de l'État fédéral russe à celui des régions qui n'ont pas tout à fait les moyens de faire face à ces obligations. Donc il est effectivement dans une situation économique difficile. Il a été lui-même amené à le reconnaître à la télévision russe. Ceci étant dit, les sommes payées en compensation aux familles sont absolument colossales. Je n'ai pas le montant en tête, mais j'ai parlé récemment avec une journaliste enquêtrice qui est en Russie, parce qu'il y en a encore, figurez-vous, qui évidemment travaille de façon totalement anonyme et qui m'a dit le pouvoir de Vladimir Poutine a fait quelque chose de très fort, il a trouvé le prix de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à acheter des vies aux familles qui acceptent d'envoyer des membres de leur famille se faire tuer, tout simplement parce que en fait, le montant alloué est suffisamment élevé pour que on accepte de payer ce prix-là. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a réagi justement à ces frappes russes du week-end dernier. Voilà ce qu'il en a dit. Voilà ce qui arrive avec ces guerres. Elles ne cessent de s'intensifier. Une grosse frappe est en préparation, puis une frappe encore plus importante en représailles. C'est comme ça que ces situations dégénèrent et se prolongent sans fin. Les États-Unis sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour aider à faciliter la fin de cette guerre. Espérons qu'à un moment donné, l'occasion se présentera pour que nous puissions jouer ce rôle. Tetiana Ogarkova, votre réaction quand vous écoutez Marco Rubio, il renvoie dos à dos l'Ukraine et la Russie. Est-ce que vous avez encore un espoir en Ukraine que les Américains agissent en faveur de négociations ? Écoutez, évidemment, c'est très décevant que d'entendre dans la bouche de secrétaire d'État américain de telles paroles qui cherchent à présenter cette guerre comme une espèce de désastre naturel, une catastrophe, voilà, tout le monde est coupable, donc comme si on ne peut rien faire. Évidemment, c'est une preuve de manque de leadership et de perte de la boussole intérieure, ce qui est bien, ce qui est mal, qui est agresseur, qui est agressé, c'est quand même un brouillage un peu, c'est-à-dire que c'est un brouillage, on est esprit brouillé, donc c'est vraiment c'est très triste de voir cette position qui manque de clarté, qui manque de lucidité, qui manque de courage aussi, mais évidemment on n'est pas surpris parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend le leadership américain d'employer ce type de discours pas clair sur la guerre que la Russie avait imposée à l'Ukraine. Évidemment, donc on est déçus, mais ce n'est pas pour autant que l'Ukraine va céder. Donc nous avons, comme c'était évoqué tout à l'heure, évidemment c'est difficile de continuer à se défendre de la situation où il y a des mouvements de soutien de la part des États-Unis. Je tiens à rappeler que depuis que Donald Trump est au pouvoir, il n'y a pratiquement aucune aide, donc c'est-à-dire aide de la part des États-Unis. Ce sont les Européens qui achètent de l'aide, des armements américains pour l'Ukraine. Donc voilà, c'est difficile, mais ça, d'autre part, d'une manière paradoxale, ça stimule en fait aussi les Ukrainiens parce qu'il y a de plus en plus de fabrication ukrainienne, des know-how ukrainiens, intercepteurs de drones, là maintenant les missiles, les Flamingo.
avec des hauts et des bas, évidemment, il y a des pas en avant, il y a des pas en arrière, mais on avance sans ça. Donc, c'est-à-dire que le monde est en train de se restructurer de manière très, très fondamentale. Vous êtes d'accord, une restructuration, Dominique Trinquant, après quoi, on peut appeler une sorte d'abandon des États-Unis, en tout cas à la fois de l'Ukraine et de l'Europe. L'Ukraine, elle est moins dépendante aujourd'hui des Américains. Alors, pardonnez-moi, il n'y a pas d'abandon du tout de l'Europe. Je rappelle que l'Europe... d'abandon des États-Unis, de l'Ukraine et de l'Europe. Ouais, mais pas d'abandon de l'Europe, au contraire. Si vous voulez, l'abandon de l'Europe, c'est la stratégie américaine. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qui est très triste, c'est d'entendre M. Rubio parler de cette guerre de façon très neutre. C'est-à-dire, il parle de la guerre comme s'il n'y avait pas un fauteur de guerre. Et il dit, finalement, ça escalade des deux côtés, et donc on les renvoie dos à dos. Ce qui est absolument terrible. Et quand il dit que les États-Unis feront tout ce qu'ils peuvent, pardonnez-moi de revenir à une histoire très ancienne, mais moi je me souviens en Bosnie-Herzégovine, le jour où les Américains ont décidé de ça c'est les méchants, ça c'est les bons, l'affaire a été réglée. Alors on peut critiquer les accords de Dayton tant qu'on veut, mais la guerre s'est arrêtée parce qu'ils ont désigné le fautif et celui qu'il fallait aider. Or là, ils ne font absolument pas ça. Chaque fois que le président Trump... Alors évidemment, il y a un petit moment qu'il n'a pas vu monsieur Poutine. Mais, parce qu'il y a la guerre en Iran, au Moyen-Orient. Et chaque fois qu'il voyait monsieur Poutine, il revenait avec les paroles de monsieur Poutine. Donc on a un peu de mal. Le fameux régulateur qu'étaient les États-Unis n'est plus un régulateur. Il s'intéresse à ses intérêts. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, les Européens, débrouillez-vous avec le sujet. Nous, on veut bien donner des armes à partir du moment où vous les payez. Et puis, en ce moment, au Moyen-Orient, il y en a besoin. Donc, je ne vois pas ce que les États-Unis peuvent mettre dans la balance aujourd'hui pour changer la donne. Et Voloshin, et on lit dans le Guardian d'hier que Poutine a perdu tout espoir de voir Trump faire pression sur Zelensky pour qu'il lâche le Donbass. C'est-à-dire qu'il y a aussi des répercussions sur Vladimir Poutine. C'est ce que dit le Guardian, le journal, le quotidien britannique. Je ne sais pas si c'est formulé en ces termes, parce que je ne crois pas que Poutine avait de quelconques espoirs que Donald Trump fasse pression sur Zelensky pour lâcher le Donbass, parce que je pense qu'il est clair depuis le début, en fait. Et d'ailleurs, c'est Steve, je ne sais plus lequel des négociateurs, a dit que en fait, le Donbass était un territoire historiquement russe et que était acquis à la Russie de droit. Et ça a été prononcé très tôt au sein de l'administration présidentielle américaine. Witkoff, merci. Steve Witkoff, j'avais un trou de mémoire. Donc, effectivement, il a, dans son interview, il a dit que, en fait, voilà, il n'y avait aucune raison, finalement, que le Donbass ne revienne pas à la Russie, historiquement parlant. Donc, je ne pense pas que c'était... que Vladimir Poutine, en fait, tout ce qu'il attend, c'est de maintenir Donald Trump dans cette espèce d'enfumage par rapport à la guerre, qu'il continue son discours, effectivement, de on ne sait pas qui est responsable, c'est, comme disait Tatiana, voilà, une catastrophe naturelle, tout ça, c'est parce qu'ils ont une animosité personnelle, ils se détestent. En fait, Donald Trump, il ne connaît absolument pas l'histoire de cette guerre qui a commencé en 2014. Volodymyr Zelensky est au pouvoir depuis 2019, si vous voulez. Donc, en fait, quand je parle de la guerre, c'est la guerre, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine. C'est pas la guerre à grande échelle avec la Russie qui envoie ses tanks éventrer le pays voisin. Mais néanmoins, voilà, c'est un processus qui a commencé dès 2014 et Donald Trump n'a absolument pas la moindre idée de ce qui se passe sur place. Donc finalement, Vladimir Poutine, tout ce qu'il fait, c'est ça, c'est de faire en sorte que Donald Trump ne fournisse pas davantage d'aide à l'Ukraine. Mais je pense que sur la question des territoires, ça c'est quelque chose que Vladimir Poutine voit d'un aspect militaire avant tout et aussi évidemment d'un point de vue politique puisque les agents russes, en attendant, continuent de tenir ces territoires. Ils continuent aussi de travailler ailleurs en Ukraine pour éventuellement renverser le régime de Volodymyr Zelensky, etc. À aucun moment, il est dissuadé, Poutine, de continuer cette guerre. Non. À aucun moment. Poutine sait très bien qu'au moins depuis août de l'année dernière, Trump et lui se sont mis d'accord pour concrétiser l'abandon de l'Ukraine et reprendre, comme le disait le général, reprendre le vocabulaire, les discours, les arguments de la Russie à propos de ce conflit. Et il est absolument étonnant, enfin pas étonnant, mais navrant, d'entendre le secrétaire d'État américain actuel dire « nous verrons si nous pouvons faire quelque chose ». Non, ils ne font rien. N'oublions pas que les États-Unis avaient tenté de lancer une négociation indirecte, c'est-à-dire que les Russes négociaient avec les Américains négociaient avec les Ukrainiens, mais il n'y a jamais eu de négociation directe entre délégations
ukrainienne et russe pour voir si l'on était capable de mettre fin par des moyens politiques et raisonnables à ce conflit. Les Américains s'en désintéressent et voilà. Il reste l'Europe, Tetiana. Il y a ce prêt européen de 90 milliards d'euros, plus de coopération avec l'Union européenne en matière militaire, en matière de renseignement. C'est ce qu'on se dit en Ukraine, que l'Ukraine est quand même moins dépendante de Washington qu'auparavant. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je crois que cette prise de conscience que l'Ukraine et l'Europe, ça fait un, en fait, en termes de sécurité, cette prise de conscience, elle est très évidente ici en Ukraine. On espère aussi, on la sent aussi de plus en plus évidente en Europe, et puisque dans la situation où il n'y a plus de parapluie de sécurité américain pour tout le monde, évidemment, l'OTAN est encore là, mais évidemment, nous voyons en fait les piliers de cette organisation trembler en quelque sorte. Donc le monde de demain ne sera pas le monde dessiné après la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi une évidence. Donc il n'y a aucun moyen de se sauver les uns et les autres en Europe, les pays démocratiques d'une taille moyenne, si on est solitaire. On peut être fort si on est solidaire les uns avec les autres. L'Ukraine, évidemment, a besoin de soutien, mais l'Ukraine a aussi des choses à proposer en termes de la sécurité collective aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, je crois qu'ensemble, nous pouvons nous défendre sur ce côté-là où se déroule cette guerre. On va regarder les images de Vladimir Poutine qui enlace son ancienne institutrice au moment où ils sont nombreux à dire qu'il reste beaucoup trop, qu'il ne sort pas de son bunker. Là, il a voulu montrer que tout allait bien. On voit cette image, Elena Voloshin, intéressante à décrypter parce qu'on a beaucoup dit ces derniers temps, on l'a beaucoup lu aussi, que Poutine était dans un bunker, qu'il y avait peut-être un coup d'État possible contre lui, qu'on ne le voyait plus sur le terrain. La cérémonie du 9 mai était beaucoup plus étroite qu'auparavant. Et puis soudainement, il sort ces images pour rassurer. Il a aussi une opinion qui doit rassurer, finalement, Vladimir Poutine. De toute façon, ça participe de cette construction du culte de la personnalité. Regardez, il est même au volant de son Aurus, là. Il conduit son ancienne institutrice. Juste avant, en sortant de cette voiture, il aura croisé soi-disant un habitant de Sochi, puisqu'il a une datcha à Sochi. C'est la mer, c'est le soleil, c'est agréable à évoquer, qui en fait, le média d'investigation indépendant Against l'a démontré, est un agent justement de l'une de ces villas, qui travaille dans l'une de ces villas, mais qui en l'occurrence du coup est potentiellement aussi un habitant de Sochi, mais tout sauf un anonyme croisé au hasard. Donc ça participe. Vous vous souvenez, il a offert une glace à Recep Tayyip Erdogan en 2019 avec une vendeuse de glace qui était la même qu'il y a 2 ans sur d'autres images. En fait, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Alors après, quand ces images ont été tournées, dans quelles circonstances, on le sait pas. On ne sait pas à quel instant il est. Alors quand on dit un bunker, c'est un bunker informel, c'est pas forcément un truc dans une montagne, même si sur l'enquête d'Alexei Navalny sur son palais dans le sud de la Russie, on a vu qu'il y avait effectivement un bunker, un vrai bunker. Mais il a disparu pendant un petit moment, Vladimir Poutine. Le truc, c'est que quand il disparaît, ils sortent quand même des images. Donc il disparaît parce qu'il ne participe pas à des événements qui ont lieu en cours ou sont en cours là à l'instant T. Mais c'est vrai que la rumeur est là, comme quoi il redouterait davantage les attentats, avec plusieurs attentats qui ont eu lieu cette année, dont celui du général Kirillov, le chef des armées chimiques et biologiques. Effectivement, il y a ces attaques de drones avec de plus en plus en profondeur et de plus en plus nombreuses. Donc ça ferait sens finalement qu'effectivement, il soit davantage à l'abri. Mais après, encore une fois, sur des images comme ça, la seule chose qu'on peut dire, c'est que effectivement, il cherche à rassurer la population, à être proche de lui, parce qu'il y a toujours cette balance là aussi à respecter entre la répression, la propagande et puis l'amour du peuple, la culte de la personnalité, finalement les composantes fondamentales qui font une dictature. Parce qu'il est en difficulté, donc effectivement il a disparu, on parle peut-être d'un éventuel coup d'État contre lui, en tout cas d'une paranoïa très forte du président russe. Depuis le début de la guerre, on dit qu'à un moment ça arrivera. Bon là il est en situation, on l'a déjà expliqué, économiquement, militairement, il a des difficultés. Le fait qu'il ait coupé le réseau Internet, c'est parce que il y a des nouvelles qui se répandent, donc il cherche à faire de la propagande et ces images sont là pour ça. Je voudrais juste revenir sur l'intervention à propos de l'Ukraine et du
soutien à l'Ukraine. Avec une anecdote, je reviens du pèlerinage militaire international à Lourdes, où il y avait une délégation ukrainienne, et j'ai rencontré des mamans ukrainiennes portant la photo de leur fils tué sur eux. Il y avait une délégation assez forte, et je peux vous dire que quand le drapeau ukrainien est rentré dans la basilique, ça a été un tonnerre d'applaudissements, et c'était essentiellement des pays européens. Donc je crois que les Ukrainiens en ont besoin. Ils se défendent remarquablement. On soulignait les nouveautés dans l'armement, les bombes planantes. Maintenant, les Ukrainiens disent on a une bombe planante qui coûte 5 fois moins cher que les vôtres et qu'on est capable de faire. Donc ils se débrouillent remarquablement. Ils ont besoin du soutien financier. Vous avez souligné les 90 milliards de l'Union européenne. Ils ont aussi besoin d'un soutien moral. Et parce que c'était frappant dans cette image, ils se sentent européens déjà. Et donc il faut qu'ils aient ce soutien qui continue, qui soit un soutien du public européen, en plus des finances et de l'armement qu'on peut leur donner. Autre image intéressante qui date d'hier, on l'a vu dans le sujet Volodymyr Zelensky qui donc a vu la principale opposante, puisqu'elle était à Kiev hier, Svetlana Tsikhanovskaya, qui en fait, vous voyez, ils étaient ensemble hier, la principale opposante donc au président Loukachenko en Biélorussie. Vous connaissez bien d'ailleurs, monsieur l'ambassadeur, la Biélorussie. Que signifie pour vous cette visite de la principale opposante de Loukachenko à Kiev? Manifestement, l'Ukraine craint que Poutine utilise plus la Biélorussie dans d'éventuelles frappes sur l'Ukraine. Ça serait face à ça? C'est depuis longtemps ce que C'était aujourd'hui, pardonnez-moi, la rencontre. Oui, mais c'est depuis longtemps ce que cherche à obtenir le Kremlin, que la Biélorussie ne soit pas seulement le territoire où on peut stocker des armements utilisés contre l'Ukraine, mais que le Bélarus entre dans ce conflit contre l'Ukraine. Ceci dit, ça contredit à la fois la politique de Loukachenko depuis un moment. Je me souviens très bien qu'il y a plusieurs années de cela, quand en Ukraine le président était Poroshenko et que la Russie avait déjà attaqué l'Ukraine au Donbass et en Crimée, M. Loukachenko allait voir de temps en temps le président ukrainien. Et la population bélarusse, il ne faut pas s'imaginer qu'elle soit unanimement pro-russe et anti-ukrainienne. C'est pas vrai. Il y a des sentiments de proximité que le Kremlin doit bien connaître et analyser et qu'il ne veut certainement pas voir se développer. Donc cette visite de Mme Tikhanovskaya est importante pour signifier cela. Avec toutes les précautions évidemment nécessaires, la Biélorussie est utilisée depuis le début. Il faut rappeler que les attaques sur Kiev, au début, venaient par des forces qui étaient en Biélorussie. Il y a maintenant des armements nucléaires tactiques qui ont été déployés en Biélorussie. Et aujourd'hui, sont mis en place des relais radio pour permettre, en fait, d'amener les drones sur l'ouest de l'Ukraine. Et ça vient de la Biélorussie, d'où l'inquiétude d'ailleurs des pays baltes qui sont juste en face et qui voient bien qu'à un moment, il y a des drones qui viendront chez eux. Donc elle pourrait être entraînée beaucoup plus loin dans cette guerre, la Biélorussie. C'est ce qu'essaye de faire Poutine. Si vous voulez, Loukachenko, il veut garder un peu ses distances. Ceci étant, comment est-il resté en place? Grâce au soutien russe. Et donc il y a un risque, vous pensez que ça aille beaucoup plus loin? La Russie aimerait beaucoup que ça aille beaucoup plus loin, mais évidemment, l'opposition d'une partie de la population biélorusse est à prendre avec des pincettes, parce que le président se rend bien compte qu'il ne peut pas faire n'importe quoi dans son pays, en fait. Tetiana Ogarkova, sur cette implication éventuelle de la Biélorussie. En fait, évidemment, c'est très important cette visite de Mme Tikhanovskaya ici à Kiev parce qu'il s'agit justement de démontrer que ce n'est pas Loukachenko qui est le président légitime de Biélorussie, parce que nous savons tous comment l'élection de 2020 s'est déroulée, combien de fraudes il y en avait. Donc, une fois de plus, donc à ce sommet, je tiens à rappeler, il y avait 24 pays présents, ce qui était aussi important. Tous les voisins de l'Ukraine, la Turquie, Slovaquie, Roumanie, Hongrie. Donc, c'est-à-dire, c'était un conseil des voisins, en quelque sorte. Et le fait qu'on invite Mme Tikhanovskaya ici, et ça se passe à Kiev, ça démontre aussi une alliance, si vous voulez, un bloc qui fait face à ce qui sont les dictatures de Bélarus, Loukachenko et la Russie. Et donc, quoi qu'on en dise, on est plus nombreux et on est bien soudés.
Vous êtes bien soudés. Un mot, Général Trinquant, il nous reste peu de temps. Les pays baltes et la Commission européenne qui ont affirmé la nécessité d'accélérer les efforts en matière de sécurité à l'est de l'Europe. Vous parliez justement des pays baltes avec cette menace biélorusse. Un missile Oreshnik, par exemple, qui pourrait menacer un de ces pays? Écoutez, un missile, bien sûr, techniquement, c'est possible. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la menace sur les pays baltes, la Russie n'a pas les moyens de lancer une deuxième guerre complète. Elle n'arrive déjà pas à battre l'Ukraine depuis 4 ans et demi. Elle n'y arrivera pas. Ceci étant... Guerre hybride ? Elle peut enfoncer un coin, parce que si elle fait quelque chose dans les pays baltes et que les Européens ou l'OTAN ne réagit pas, à ce moment-là, la Russie a ouvert une brèche dans les alliances, qu'elles soient Union européenne ou OTAN, dans l'ouest de l'Europe. Et donc je crois que c'est important. Il y avait un très bon article de l'Institut Montaigne qui montrait ça, qui montrait que ça ne sera pas une grande guerre, ça sera un test. Et ce test aura valeur d'exemple pour savoir si notre cohésion tient ou ne tient pas. Je vois Tetiana Ogarkova qui dit oui. Vous êtes d'accord, Elena Voloshin, ça serait ça le test un peu plus grandeur nature. On va toujours un peu plus loin du côté de Poutine pour provoquer et voir s'il va y avoir une division ou pas de l'Europe. Là, en 2 mots, si vous voulez, c'est difficile de parler des pays baltes parce que c'est un sujet assez complexe. Et moi, l'objet de mon livre, c'est aussi de démontrer comment la Russie a envahi l'Ukraine par la propagande, par les méthodes hybrides, justement, on en parlait. Or, l'Estonie, par exemple, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, a adopté des lois d'uniformisation linguistique qui peuvent purement être prétexte à Vladimir Poutine à dire que les russophones sont opprimés, etc., et à déployer une stratégie dans la région de l'Ida-Virum, par exemple, juste en face de la Russie, où en fait la Russie s'assure toujours du soutien local des populations avant de lancer de quelconques opérations. Il y a plein de méthodes de guerre qui ne sont pas forcément une invasion militaire assumée, effrontée, comme a pu faire Vladimir Poutine en 2022. Donc ça peut être très progressif, ça peut être de la provocation ponctuelle par des drones. Enfin, il y a 1 milliard de scénarios, si vous voulez, sur les pays baltes, mais c'est sûr que la menace est là, et c'est sûr aussi que dans le discours russe, l'ambition en fait de Vladimir Poutine ne se limite pas uniquement à l'Ukraine, et en premier lieu va vers les pays de l'ancien pacte Molotov-Ribbentrop. Merci. 2 remarques, si vous permettez. D'abord sur cette vieille affaire linguistique. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut toujours rappeler qu'il est normal qu'un État ait sa langue nationale. En Russie, la langue nationale, c'est le russe. Il y a 85 langues différentes sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc ailleurs, il est normal qu'en Ukraine, ce soit l'ukrainien, en Estonie, ce soit l'estonien. Ça ne discrimine personne. L'autre remarque, il y a un autre test dont nous devons être conscients en France et dans l'Union européenne. L'Ukraine, malgré la guerre, a préparé complètement et très vite et très bien sa possibilité de devenir membre de plein droit de l'Union européenne. Il y aura certainement une propagande russe visant à inciter nos opinions à dire « mais non, on ne peut pas prendre comme membre de l'Union européenne un État qui est en guerre ». Or, c'est tout à fait faux. Les Ukrainiens veulent vivre comme des Européens, nous défendent et leur place est avec nous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur d'avoir été avec nous. Merci Tetiana Ogarkova d'avoir été en direct de Kiev, Général Trinquant, Elena Voloshin. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain